Bonjour tout le monde, ouais, mais merci d'être là. Ah bah ouais, ouais. Bon, je vais pas savoir en dire plus. Avant d'excuser ceux qui sont pas là, on remercie ceux qui sont là. Merci d'être là, ouais, c'est une journée très importante pour tout le monde, je pense. Et Laurent, pourquoi c'est important pour toi cette journée? Parce que on peut plus compter que sur nous-mêmes et il faut changer les choses, quoi. Il faut bouger et voilà. Et Moi, pourquoi? 2022 m'a traumatisé et depuis 2022 j'ai que ça en tête, c'est organiser, de profiter du réseau que j'ai, Hervé et d'autres en l'occurrence, pour organiser une journée là-dessus. Et donc voilà, donc je m'exprimer en public, moi c'est pas fou. Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés quand on voit que même dans le Pays Basque, il semblerait qu'il y ait des communes qui étaient approvisionnées par des citernes parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les sources. Le temps, paraît-il, où tout est vert et tout ça. Et je vous dis pas, dans d'autres régions, en Limousin, le tiers du département de la Creuse a été approvisionné par des pompiers. Le château d'eau de la France, sur le plateau de Millevaches, c'est des pompiers qui sont venus re-remplir les châteaux d'eau. La ville de Brive-la-Gaillarde, là où j'habite, vous voyez, une source qui, depuis la nuit des temps, alimentait 80 000 personnes, cette source s'est tarie. Il a fallu de toute urgence réorganiser des connexions entre le réseau de Brive et les réseaux des communes, des villes avoisinantes pour avoir de l'eau. Cette eau qu'on a payée un bras. Il a fallu attendre cette année, cet automne, pour qu'elle se réamorce, cette source. Donc un truc a dû se passer dans le sous-sol, on ne sait pas quoi. Voilà. On est resté 1 an et 3 mois sans eau. Et ça, panique. 2022, toujours en Corrèze. Vous vous rappelez des grands incendies qui a eu lieu dans les Landes, à Bazas, ce secteur-là. On est à 250 km de cet endroit-là. Et un matin, alors déjà, on avait eu un incendie chez nous. Et donc, grosse panique dans le village, sur le cause, tout le monde avait la frousse. Et puis, un matin, tout le monde se lève et on est dans la fumée. Dans notre village, on est 300 personnes. Il y avait 280 personnes qui patrouillaient partout pour essayer de voir où était le feu. On ne trouvait pas le feu et on était dans la fumée. Et c'est après le préfet qui dit « Oui, ça vient de Bazas, de 250 bornes. » Et là, tout le monde pleurait. Et voilà, on est en train de brûler. Et cette question de l'eau, quand on est dans l'urgence, ça fait mal. Et moi, le premier, je me suis dit, je veux déménager, je veux plus vivre là-bas. Vous voyez? Et on a beau avoir tout bon, on a beau avoir, au niveau agricole, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour avoir l'agriculture la plus vertueuse possible vis-à-vis de l'eau et de l'environnement. Mais si on veut que ça marche, il faut qu'on soit beaucoup à le faire, quoi. Si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait plein d'énergie qui se mobilise pour ça. Et moi, c'est pour ça que je voulais te remercier, Laurent. Parce que certes, tout ça, c'est parti d'une angoisse, mais derrière, il y a des tas de choses dont il faut avoir conscience pour essayer d'avancer dans ce monde qui est en train de cramer. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est des inondations. Oui, c'est folie de ce temps, folie de ce siècle. Il faut faire quelque chose et Laurent, tu as réussi à capter l'attention de VIP. Hein. Parce qu'on va voir avec nous. Donc, non, alors on va pas la voir avec nous. Ça, c'est bête. Le Cédric, Cédric Cabrol. Cédric Cabrol, c'est le professeur Tournesol. C'est un fou, quoi. Mais vraiment un fou. Et un fou qui étudie ces questions depuis longtemps, qui le dit à sa façon, et qui propose, en fait, une stratégie territoriale pour essayer d'avancer et d'avoir un peu plus d'eau, une meilleure économie d'eau,
On verra ça. Ensuite, on va avoir Laurent. Denise. Ouais, Laurent Denise. Ouais, Laurent Denise. Alors, Laurent, c'est un fou. C'est un fou qui a de très grandes compétences en météorologie, qui a fait beaucoup d'avions, et vu du ciel, quand on parcourt la planète, eh ben, on voit des tas de trucs. On voit là où c'est vert, on voit là où il y a des déserts, et on voit qu'en fait, quelquefois, le désert progresse, quelquefois, c'est le vert qui progresse. Voyez. Et ça l'a interpellé. Et lui aussi, donc, il a développé une vision de ce que pourrait être le monde de demain. Ensuite, ça va être qui? C'est lui, hein, un autre fou. Voilà. Et toi, donc, tu t'es... Qu'est-ce que je dis là? Rien, tu dis que la vie est belle, voilà. Hein, c'est moi qui présente pour l'instant. C'est Sébastien Co, donc, qui a l'entreprise L'Échappée Verte, donc paysagisme comestible, agroécologie, située à Bayonne. Alors, il s'est formé à l'hydrologie régénérative. Le terrain, Bayonne, il est où? Il est sur la route des Cimes à Ajaccio, pour le terrain du palais. C'est l'entreprise qui est à Bayonne. Ah, d'accord. Voilà. Ça, ok. L'hydrologie régénérative, c'est un ensemble de techniques qui ont été conceptualisées depuis les années 40 en Australie et qui ont abouti à refaire verdir des zones qui étaient en train de se désertifier par l'aridité en Australie. Voilà. Aujourd'hui, sur la planète, c'est des centaines de milliers de kilomètres carrés qui sont gérés comme ça. On verra quelques exemples sur des territoires immenses, hein, notamment en Chine, où une expérimentation grande comme la Belgique aboutit à transformer le désert de Gobi en forêt et en zone de culture non irriguée. Non irriguée. Voilà. C'est juste génial. Il y a des choses fabuleuses sur Terre et donc toi tu t'es formé à ça et aujourd'hui tu es le porte-parole de cet immense mouvement qu'il y a sur toute la planète qu'on commence à peine à découvrir en France et donc on a la chance d'avoir des pionniers de ces choses-là chez nous et donc on a des appuis de personnes qui sont dans des réseaux, de vrais réseaux où il y a plein d'ingénieurs, plein de scientifiques, plein d'agriculteurs qui bossent ensemble pour avancer dans ces voies-là. Ensuite, on a Suzanne. Oui, il y a quand même une femme. Attendez, allez pas vous louper là. Ah, bah non, ouais, mais c'est dramatique qu'il n'y en ait qu'une. Hein. C'est vraiment dramatique. Et Suzanne, donc on verra Faute d'avoir essayé. sa vision, elle va nous parler bien évidemment de castors. Et qu'est-ce que les castors ont à nous apprendre sur la façon de gérer des écosystèmes. On était avec elle déjà il y a quelque temps dans des vallées sèches de la Drôme. Et là, on s'est rendu compte qu'en quelques années, des castors transforment des zones désertiques ou subdésertiques en des zones quasiment tropicales. Voilà. C'est juste fabuleux, c'est étonnant, c'est merveilleux. Ensuite, il y aura qui ? Je sais pas, Hervé. Ah, il y a moi. Alors, moi, voilà, après moi, alors je parle déjà trop, donc je parlerai encore trop, juste pour essayer de conclure les débats et apporter quelques visions, quelques de réalisations en France comme à l'étranger, de réalisations qui viennent de groupes, de communautés, d'agglomérations, de syndicats des eaux, de communautés de bassins, des choses comme ça qui à un moment se décident à faire un truc ensemble, et puis ça marche, quoi. Et puis ça marche, voilà. Hein, et donc de témoigner de ces choses-là, avant d'aller casser la croûte, et puis après cet après-midi, ce sera table ronde, et table ronde et féconde. et féconde. Voilà. Même. Donc, Laurent, tu nous fais un beau cadeau, hein ? Mm. Voilà. Et alors, on commence ? Allez, Allez, c'est parti. un petit coup de Cédric. Bonjour, merci d'être là présent ici.
Je me présente, je m'appelle Cédric Cabrol, j'ai travaillé 22 ans en recherche et développement en chimie, en synthèse organique, ce qui m'a permis d'avoir une bonne vision du comportement de la matière sous toutes ses formes. J'ai aussi une plateforme privée d'expérimentation en agroécologie et nous expérimentons avec mon frère Bruno pas mal de choses sur laquelle j'ai pu mettre en œuvre la régénération de mes agroécosystèmes. Et suite à ça, ça m'a amené à me porter sur la question climat et à faire le lien entre le savoir des agroécologues et des climatologues. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai cessé toute activité pour me consacrer à plein temps sur ces questions, avec pas mal de bibliographie et des choses qui pourront amener à changer les modèles. Donc je suis désolé de ne pas être là présent avec vous, mais j'ai enregistré cette intervention sur ma chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez aller tout de suite et vous connecter dessus, et éventuellement, si j'ai du temps présent dans le 66, je pourrai répondre en direct à vos questions. Voilà, éventuellement pour fournir des liens de bibliographie si besoin. Je vais essayer de répondre à cette question, comment aborder le changement climatique dans le 64. Et c'est pas pour vous parler du chapeau du bonhomme, mais plutôt de ce bonhomme, et de voir si on n'a pas autre chose de mieux à faire dans la façon dont on s'adapte au changement que d'aller cultiver ce tournesol, puisqu'on a une nouvelle idée à la mode, qui est celle de la culture du tournesol. Alors, si le tournesol présente des avantages, il faudrait aussi regarder quels peuvent être les inconvénients. Et quelque part, ce que je me dis, c'est que lorsqu'on prend une plante qui résiste mieux au sec, quelque part, cette logique pourrait nous amener jusqu'à planter des cactus. Et on va voir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de planter des cactus. Donc pour répondre à cette question, on va articuler la slide autour de ce dispositif qui est un lysimètre. Donc un lysimètre, c'est un cylindre de terre où on va pouvoir avoir des piquages en fond et on va pouvoir mesurer la quantité d'eau qui s'infiltre dans les sols. Mais également, là ici vous avez un modèle ancien où on a 2 lysimètres. On est capable de planter une plante d'un côté et pas de l'autre et de mesurer quelle quantité d'eau a été consommée par la plante. Et aujourd'hui, on a des modèles qui sont montés sur peson, c'est-à-dire sur balance. Et en temps réel, on peut avoir la réponse du système sol-plante face à la contrainte liée aux conditions de température et d'hygrométrie de l'atmosphère. Et donc ça, c'est très important puisque en climatologie, le système sol-plante va gouverner énormément le climat. Donc, et ici, j'ai mis 2 lysimètres. Un sera celui de notre climat présent et l'autre de notre climat futur. Et je fais le pari que notre climat futur sera beaucoup plus frais que celui d'aujourd'hui parce qu'on va regarder ce qu'il faudrait faire pour ça. Nous allons placer un sol dans le premier compartiment. Donc, comme on nous promet la culture du cactus, allons-y, mettons du cactus et on va voir ce que ça implique. De l'autre côté, on va ajouter une dose de compost, on va appliquer la régénération, on va planter des plantes un peu plus costauds. Et aussi, lorsqu'on s'intéresse à la régénération, souvent il y a des mycorhizes, et on va voir que c'est très important la mycorhize. Donc maintenant, comme on a dit qu'on pouvait mesurer l'évapotranspiration, on va faire évapotranspirer. Et immédiatement apparaît un pictogramme d'un nuage pas content, comme on a un peu aujourd'hui. Donc ces nuages qui apportent la grêle. De l'autre côté, l'évapotranspiration va être un peu différente puisqu'il y a une règle à considérer, c'est que plus on aura de matière organique dans le sol et d'activité biologique, plus on aura d'eau disponible. Et donc on va pouvoir avoir une évaporation beaucoup plus soutenue et ça va nous changer les choses puisqu'on va pouvoir former un nuage à beaucoup plus basse altitude qui demande plus d'eau. Et ce nuage est gris puisqu'il va être capable de refléter les rayons lumineux de l'atmosphère et dévoyer une partie de l'énergie. Et déjà, immédiatement, ça va permettre d'avoir un climat plus frais. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là, puisqu'on a une deuxième règle à considérer, c'est que l'énergie infrarouge que va réémettre le sol va être proportionnelle à l'énergie apportée par le soleil, auquel on aura retranché l'évaporation. Et ce rayonnement infrarouge est important, puisque vous savez qu'on a des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Et donc, plus on va émettre de rayonnement infrarouge, en toute logique, plus on aura une réponse proportionnelle. Et donc, vous comprenez qu'il vaut mieux réduire la température de nos sols. Et donc,
cela va faire comme si on avait une quantité de gaz à effet de serre beaucoup plus importante dans l'atmosphère. On va pouvoir parler de sureffet de serre par effet de sol. Et ça ne s'arrête pas là, puisque vous voyez que le nuage placé en haute altitude va pouvoir intercepter une partie du rayonnement à son tour et nous le renvoyer également. Maintenant, ça ne s'arrête pas là non plus, puisque ce nuage, comme il est constitué de peu de vapeur d'eau, il va nous apporter de faibles précipitations. Vous avez ici la petite goutte qui le symbolise. Et le problème ne s'arrête pas là encore, puisque cette eau, quand elle va descendre, elle va devoir se frayer un chemin, et vous comprenez qu'avec l'accumulation de chaleur qu'on a générée ici, quelquefois, dans les situations les plus graves, avoir des précipitations qui se forment et elles vont se revaporiser dans l'atmosphère. Et ça ne s'arrête pas là, puisque cette eau, lorsqu'elle va arriver au sol, alors au-delà de l'augmentation de la cinétique des précipitations et de la violence dont on a vu les manifestations maintenant, on va avoir un autre effet qui est celui du ruissellement. Et là, il faut bien comprendre que c'est vraiment ça l'origine du problème, puisque les sols minéraux qui ont perdu les fonctions biologiques ont de très mauvaises capacités d'infiltration. Mais ça, c'est essentiellement lié à leur capacité à se réorganiser. Les sols sont constitués de 3 éléments, les sables, les limons et les argiles. Et le problème qu'il y a, c'est que lorsque les gouttes d'eau vont frapper le sol, il va pouvoir se réorganiser et vous allez avoir le sable qui va sédimenter au fond, puis les limons qui vont pouvoir boucher les pores, et enfin les feuilles d'argile qui se mettront dessus. Et à l'image de tuiles qui vont protéger une toiture, c'est la même chose qu'on a au niveau des sols. Et très souvent, lorsque vous observez des sols qui sont brillants, craquelés, ce sont des sols qui ont été battus, et ce ne sont pas parce que les sols sont secs qu'ils ont du mal à s'hydrater, c'est parce qu'ils sont réorganisés, qu'ils ont eu du mal à se réhydrater, qu'ils sont secs. État étant stable, il perdure au plus 6 ventes. Donc ce ruissellement va alimenter les mers, et là vous avez une photo de Thomas Pesquet qui nous montre ce qui se passe à l'échelle de la France, et vous voyez que la couleur des sols nous renseigne bien sur des sols minéraux à l'échelle de la France entière. Donc tout ça, c'est pas étonnant. Et maintenant, si on regarde de l'autre côté et qu'on ajoute un élément fondamental qui est le ver de terre, et vous comprenez très bien que si on rajoute des vers de terre avec les galeries qu'il va former, ça va immédiatement changer le résultat et la quantité d'eau qu'on va pouvoir retrouver en fond de l'isomètre ou dans nos nappes. Maintenant, on a une autre chose à considérer, c'est que le fait de faire de l'ombre et de la fraîcheur, on va modifier aussi les choses. Alors, cette ombre, voilà l'effet qu'elle peut avoir, et vous savez que si on prend un thermomètre et qu'on le place d'un côté plein soleil ou à l'ombre, on va avoir une différence de température, en général 5 à 10 degrés. Ça, il faut savoir que c'est à peu près autant que 750 à 1500 mètres d'altitude. Ça va pouvoir changer des choses, puisque si on considère 1 litre de vapeur d'eau, qu'on le condense, on va obtenir une toute petite goutte, et donc on va pouvoir capter de la rosée. Donc il est sans doute important de faire aujourd'hui de l'ombre à nos plantes, si on veut améliorer la quantité d'eau dont elles disposent. Et il serait éventuellement aussi intéressant que les études sur l'isimètre fassent les études dans ces conditions et aussi en présence de vers de terre. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que 1 litre de vapeur d'eau va donner 1 millilitre de pluie, et donc une certaine quantité de vide ou de place à prendre qui va directement pouvoir contribuer à la création de dépressions. Et là, on a une physicienne russe qui a fait des calculs, qui s'appelle Anastasia Makarieva, qui a calculé que grâce à la déshumidification, on pouvait complètement expliquer la dynamique des vents, et donc aussi faire de l'ombre va nous permettre de créer des dépressions et fabriquer les vents, et de mettre en mouvement le climat, mettre le retour des pluies. Et le bon paysage qu'il faudrait voir, c'est celui-ci, par exemple, où on met en œuvre la régénération. Et si on faisait ça, eh bien, le climat du futur serait le climat du passé, revenir sur nos équilibres initiaux. Alors pourquoi? Là, je vais vous montrer une petite vidéo qui est celle réalisée sur maquette, où on fait chauffer un côté et pas l'autre, avec des petits modules Peltier, et on va pouvoir vérifier l'impact sur un flux de vapeur qui pourrait être celui des nuages. Donc là, la maquette montre les flux qui pourraient être latéraux, qui pourraient être ceux des précipitations. Et vous voyez, dès qu'on met à chauffer, on a des modifications sur l'ennuagement et sur la quantité d'eau disponible dans le sol. Et là, ici, on a à peu près une différence de température de 20 et 40 degrés. Donc vous voyez que ça, la température des sols a pas mal d'impact, et qu'au final, dans les situations extrêmes, on ne plus avoir d'eau dans les sols.
Et donc nous allons voir l'exemple d'impact climatique qui est l'arrêt du dry farming. Donc le dry farming c'est quoi? C'est un peu de la culture de cactus, puisqu'en fait on s'était mis dans l'idée que comme les sols étaient secs, on plantait du blé une année sur 2 seulement. Et donc les Américains ont arrêté ça. Voilà, donc vous voyez que alors que partout le réchauffement frappe les États-Unis, on a une zone qui se retrouve avec des températures plus fraîches qu'avant, et ça donc on voit que ça concerne essentiellement le printemps et l'été, et tout ça est bien logique, et peut-être vous commencez à comprendre pourquoi avec ce qu'on a vu en amont sur nos lysimètres. Alors là, quand on en parle aux climatologues, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'idée des dépressions et du vent, les climatologues confirment que, et ils l'attribuent à ça, ils attribuent le refroidissement au fait que les courants d'air aient changé et que les pluies viennent plus facilement, mais peut-être que non, c'est lié vraiment à ce qu'on a fait dessous. Et là-dessus, je me suis beaucoup intéressé aux pluies au niveau national. J'ai pu établir pas mal de corrélations et on va regarder ça. Donc l'idée reçue, c'est que c'est la pluie le relief qui fait la pluie. Donc si on regarde un peu, qu'on compare notre carte des précipitations avec celle du relief, vous voyez que globalement, oui, on a là où il y a le relief est le plus élevé, oui, dans les Alpes, oui, dans le Massif central, ok, ça marche, pour les Pyrénées, ça marche. Mais on a pas mal de choses qui sont en discordance, comme notamment au niveau des Landes, qui sont au niveau de la mer. Vous voyez que le relief n'explique pas que la pluie puisse tomber. La situation est à peu près similaire au niveau de la Bretagne, et vous voyez qu'on a des choses un petit peu bizarres au niveau de la côte de la Manche, où on a des zones sèches et des zones pluvieuses. Donc là-dedans, l'idée qui devient de plus en plus à la mode, et c'est quand même une bonne chose, c'est que la forêt peut faire la pluie. Donc si on regarde la carte des forêts au niveau de la France, vous voyez que quand même, pour les Landes, ok, ça explique. Les forêts vont essentiellement pouvoir affecter la pluviométrie, on l'a vu par leur niveau de photosynthèse et d'évapotranspiration qui est corrélé. Et aussi on a un autre phénomène qui est celui de l'émission de particules d'aérosols, que ce soit des pollens ou des bactéries ou des terpènes. Mais on a globalement pas mal de forêts partout, et peut-être ça ne peut pas expliquer autant dans le détail l'hétérogénéité des pluies en France. Bon, là-dedans, je pense que d'autres plantes peuvent faire ça aussi, et en tout cas, voilà, si on s'intéresse à la photosynthèse au niveau national, là vous avez une année de photosynthèse moyenne, mois par mois, donc c'est pour les 2013-2015. Je suis désolé, j'ai pas pu poser l'échelle ni la date des images, mais en gros, vous voyez que la neige est la période où c'est blanc, où il n'y a pas d'activité de photosynthèse sur les montagnes. Donc vous voyez que pour le Pays Basque, eh bien, on va avoir des périodes où la photosynthèse va être pas mal réduite et puis va pouvoir reprendre. On a des zones en France qui sont beaucoup plus stables au niveau photosynthèse, mais malheureusement c'est plutôt par le bas, comme notamment la région d'où je viens, qu'on pourrait appeler le désert du Lauragais. Si on avait des choses, eh bien, la façon la plus rapide de voir ça, c'est d'analyser les données météo et les données climatologiques et de regarder. Je m'étais intéressé à voir quelle était notre capacité à faire tomber la pluie. Donc pour ça, on regarde les précipitations que l'on reçoit en moyenne sur la France au quotidien. On va aussi comparer ça à la masse d'eau que contient l'atmosphère, et en faisant la division des deux, eh bien, on obtient le ratio qui est la capacité à faire tomber la pluie. Voilà l'allure, donc sur 70 ans, voilà ce qu'on obtient. Bon, il n'y a pas vraiment de fluctuation, mais dans l'idée que voilà, la forêt ferait la pluie, ben, si on commence à comparer ça, vous savez que la surface de forêt, les surfaces boisées sont en hausse en France, et vous voyez que bon, oui, ok, on a une corrélation, mais ça reste somme toute assez minible. On n'explique pas complètement les macro-fluctuations, et on voit que si on va chercher d'autres plantes pérennes qui ont des systèmes racinaires profonds, qui sont issus de zones non cultivées, on commence à avoir des choses plus intéressantes. Et là je parle des prairies, donc qui sont les prairies temporaires ici, et prairies permanentes, c'est les données agrestes. Pour les données climat, c'est les données de la NOAA, c'est les services américains. Et maintenant, eh bien, en toute rigueur, peut-être il serait intéressant d'aller regarder la somme de toutes ces plantes pérennes et d'ajouter les surfaces boisées aux surfaces prairiales. Et là, vous voyez qu'on a des choses beaucoup plus fines, les modèles. Alors, il y a encore d'autres phénomènes qui viennent superposer, mais déjà, on n'est pas trop mal.
Et en toute logique, si je vous dis qu'il pleut davantage, vous allez me dire, on devrait avoir moins de sécheresse. Donc voilà l'allure de nos sécheresses sur 60 ans. Ici, on a une courbe qui est celle de la moyenne mobile, mais glissante. Donc moi, je préfère une moyenne mobile centrée. Et on va pouvoir rapprocher nos courbes. Et vous voyez que là, on a une espèce d'axe de symétrie. Et donc, plus on a de végétation, moins on a de sécheresse. Donc, on est obligé de faire une petite culbute. Voilà. Et vous voyez que ces courbes s'intègrent parfaitement. On va pouvoir dire que le taux de végétation pérenne sous-tend le taux de sécheresse. Voilà, c'est ce qu'on obtient. Et on peut supposer que si on était autour de 65% de végétation pérenne, comme l'était la Bretagne jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'aurait plus de sécheresse puisqu'il y aurait assez de pluie. Donc maintenant, c'est bien beau tout ça, de voir ça dans le temps. Il faudrait qu'on retrouve les choses dans l'espace. Donc c'est ce que je vous propose de faire en additionnant les données que j'ai utilisées pour faire ces corrélations. Les surfaces prairiales, mais aussi les surfaces boisées, qui sont les forêts, plus les surfaces en haies. Et si on obtient la superposition, eh bien vous voyez qu'on obtient une carte qui est vraiment très troublante. On a juste l'impression qu'on a remplacé le vert par du bleu et du rose. Donc on explique bien l'anomalie des Landes, mais aussi ce qu'on voit, c'est qu'on a une espèce de force de cohésion entre les flux d'eau, ce qu'il faut voir, et je montre ça en détail sur une vidéo de ma chaîne YouTube, une continuité, c'est-à-dire que les plantes qui captent la pluie vont l'évapotranspirer et ça va pouvoir aller se déposer un petit peu plus loin, et c'est normal qu'il y ait ces effets-là. Et là-dedans, je voudrais montrer un autre aspect, puisqu'on l'a vu sur le lysimètre, c'est le rôle de la biologie. Et je vais vous montrer voilà, ce châtaignier qui était chez moi, qui souffre de la sécheresse. Donc là, on était au 20 juin 2023, et je vais vous montrer le même châtaignier un mois après, avec un ajout de biologie. Vous voyez qu'il est parfaitement brillant, en pleine santé. Il est reparti en croissance, il a abandonné ses vieilles feuilles dont on avait l'impression qu'il souffrait du changement climatique. En fait, c'était une problématique d'accessibilité aux minéraux, c'était des carences, et voilà que là maintenant, il pète la forme. Donc tout ça pour vous dire que la transition agroécologique, on peut avoir des choses très très rapides. Et là, inutile de vous dire qu'il n'y a aucun besoin de traitement, et peut-être au niveau irrigation, ça va déjà beaucoup mieux. Puisque ici, on est quand même un mois après, c'est juillet, et juillet, vous le savez, il pleut moins qu'en juin. Donc ici, je vous montre un autre exemple, c'est un pied d'avoine noir, c'était il y a 2 ans. Vous voyez que là, je tiens entre mon pouce et mon index des brins de taille normale. Voilà, et une fois les biologies installées, j'avais des brins de tige qui étaient comme ça, mais vous voyez que ça allait beaucoup plus loin aujourd'hui, puisqu'on peut obtenir des tiges d'avoine noire de 15 mm. Les feuilles font 41, donc c'est à peu près la largeur du sorgho. On peut avoir des éplis d'orge qui sont comme ça, 2 fois la taille normale, même si on met beaucoup d'azote, alors que j'en mets pas. Et vous voyez une récolte sur un pied d'orge qui est quand même assez correcte. Donc, et pour casser l'idée reçue que l'agroécologie, ça nourrira pas son monde, on va aller aux États-Unis de nouveau. Chez Ruchel Hedrix qui a régénéré ses sols, donc il a mis en œuvre les techniques que je vous montrais tout à l'heure avec le paysage où il y a des vaches, mais bien sûr il faudrait complexifier un peu et rajouter quelques arbres. Donc lui s'est installé hors cadre, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut, il touche pas d'aide mais il fait ce qu'il veut aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Il s'est installé en 2012, à l'époque il faisait 110 quintaux de maïs sec non irrigué. Donc c'est vraiment pas joli. Au Pays Basque, vous êtes capable de faire beaucoup plus, et c'est à peu près de l'ordre de grandeur de ce que faisaient ses voisins, qui étaient autour de 190 quintaux à l'hectare. Et lui, à ce moment-là, il était à 1,7 de MO, donc c'est le seuil où les gens arrêtent de travailler les sols, abandonnent parce que l'eau ne rentre plus dans le sol, et c'est la couleur de ce qu'on voit là sur le côté gauche, alors qu'à droite, on a un sol fertile avec des turicules de vers de terre. Donc 10 ans plus tard, il a mis en œuvre ces techniques régénératives accélérées. Il a réussi à atteindre 8,2% de MO, donc pour l'ordre de grandeur, dans un jardin, vous êtes autour de 5%. Ça, c'est sur 15 cm, et sur les 15 cm suivants, il est à 6,5, donc c'est toujours plus que le jardin, et très certainement, il y en a jusqu'à 70 cm comme ça. Et derrière, il a cultivé du maïs. Il a obtenu le record du monde de maïs non irrigué, c'était l'an dernier, en 2022, puisqu'il a atteint un rendement de 288 quintaux hectares. Donc, et là-dedans, inutile de dire que les plantes sont en bonne santé, il n'y a pas de maladie, donc c'est du net dans la poche.
Voilà, alors pourquoi je vous parle du maïs, puisque au départ on est parti sur le tournesol, c'est parce qu'il y a un détail qui est très important là-dedans, c'est la capacité notre système sol-plante qui est en fait l'amortisseur du climat. Donc, et ça c'est très important parce que le climat est dynamique comme une piste peut être dynamique, donner des contraintes dynamiques auxquelles il faut répondre, sinon c'est garanti, c'est la sortie de route ou de courbe de température comme aujourd'hui pour nous. Donc voilà un système sol-plante basique avec un amortisseur basique et un amortisseur mécanique est régi par plusieurs réglages et c'est ça qui est important pour pouvoir coller à la piste et on va faire les parallèles là-dessus. Et un amortisseur de compétition est régi par énormément de réglages, donc la raideur du ressort. On va pouvoir aussi avoir des réglages de compression, lent et rapide. On va pouvoir aussi des réglages de détente, lent et rapide. Et donc c'est ce qui explique pourquoi l'amortisseur a cette tête-là. Et donc l'objectif est vraiment de coller aux besoins dynamiques imposés par les contraintes et les sollicitations. Et pour ça, il faut avoir une course importante et une détente très rapide si on veut coller à la route. Voilà, et il y a encore d'autres réglages en plus sur un amortisseur de compétition. Donc le système sol-plante de compétition, c'est celui-là. C'est une plante qui est mycorhizée. Pourquoi? Parce que ça offre 30% de réserve en eau en plus. Et on a une surface d'échange qui à minima est multipliée par 80. Et ça c'est très important puisque vous comprenez que si ce sont vos dernières gouttes d'eau que vous avez dans le sol pour éviter la panne et enclencher un site de sécheresse où la pluie ne va pas se condenser parce que le sol est trop chaud, et bien les mycorhizes vont être capables de recruter ça et de l'injecter dans l'atmosphère. Et je vous propose une petite animation pour regarder les différences qu'il pourrait y avoir. Donc on va commencer par une petite contrainte. Et là, il n'y a pas de souci, nos deux plantes vont se comporter de la même façon, et ça pourrait aussi être le cas du parallèle qu'on pourrait faire entre le tournesol et le maïs, puisque là il y a une faible demande, donc même si on n'a pas une grosse détente, c'est bon, on colle au climat, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on augmente la contrainte, qu'on exerce une grosse sollicitation? Et bien là, du coup, vous le savez, on va avoir moins d'eau, on va former les nuages de haute altitude, et du coup, ça veut dire que on va employer l'eau de la mauvaise façon, on va l'injecter dans le système et elle va former les nuages réchauffants. Donc là, j'ai pas donné les ordres de grandeur, mais pour le nuage de haute altitude, on va réchauffer l'atmosphère de 100 watts au mètre carré. Le nuage de basse altitude va enlever 160 watts au mètre carré. Et là-dedans, les gaz à effet de serre, l'ordre de grandeur, pour le CO2, c'est 2,12 watts, ou tous les gaz à effet de serre réunis, c'est 3,2 watts. Donc vous comprenez que, et en gros, il faut 10 fois plus d'eau pour former un nuage de basse altitude qu'un nuage de haute altitude. Et en plus, là, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne condense pas, l'eau reste dans l'atmosphère et est utilisée comme un gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas l'idéal, et il faut vraiment avoir des capacités de soutien dynamique importantes. Donc plantez de la plante qui bastonne et mettez-lui de la mycorhize, soignez vos mycorhizes pour avoir 30% de réserve en eau en plus. Et là-dedans, il y a autre chose qu'il va falloir regarder si on veut améliorer la quantité d'eau, et c'est vraiment l'axe aussi qu'il faut intégrer au-delà de la battance qu'on a vu tout à l'heure. C'est que, par exemple, j'ai pu diagnostiquer des sols en Bretagne en utilisant cet outil qui est un compactomètre, où vous avez un manomètre gradué qui va donner la force qu'il faut exercer pour perforer le sol. Donc ça pourra être l'effort qu'on exerce nous, mais aussi celui qu'exercera la plante pour aller chercher l'eau un peu plus loin. Voilà, je vous laisse regarder. Mais par contre, le sol est assez en profondeur. Oui, on voit bien. Parce que là, normalement, il faudrait qu'on tourne à 70 psi, quoi. Enfin, t'as vu chez toi. Ah ouais. Donc là, on est à rien. On monte à 300, hop, 300 constant. Ça y est, je suis passé. Là, vous voyez, j'ai les pieds qui se soulèvent. 120, 100, enfin 200 psi. Donc là, j'évalue la profondeur réelle du sol Et pour toi, c'est comment? que pourrait explorer le système racinaire. Et t'as ça de fond, en fait. Bon, on a un petit peu plus, on a 1,30 m. Donc voilà la pointe. Et maintenant, je vais utiliser cet outil pour prélever des échantillons. Objectif prélèvement. Tu passes? Est-ce que tu passes? Allez. Là, c'est dur. Là, j'ai les pieds qui se soulèvent encore. Là, je passe la semelle de labour.
Bon, après derrière, c'est bloqué par un caillou, mais... Il est sec. Là, ça va, il est humide, mais là, il est sec. Là, 25. Ah, c'est sec, c'est la 25 semaine de labour. Semaine de labour. T'es là, et là, tu verras combien il touche. Très raide. Ah oui. Oh, putain. On dirait un bouchon pour mettre dans le pinard. Voilà, et là c'est bon, c'est souple, mais le reste... Voilà, donc les réservoirs du climat font 25 cm, pas plus. Donc voilà le 8 mars 2023. Ça fait 30 jours que nous n'avons pas eu d'eau. Nous recevons 25 mm. Dès lors qu'on a un champ compacté, ça ruisselle, érosion à la mer. Donc là, c'était les commentaires de Maël qui était sur place, qui m'avait indiqué que cette parcelle, pour le contexte, on était en 2023, au début de l'année, il avait plus 300 mm et puis il y avait eu un arrêt de pluie. Et voilà, donc on avait les sols qui étaient secs en dessous. Tout ça, c'est lié à l'impact de la mécanisation. Donc ici, c'était une machine, une culture où il y a eu un précédent haricot vert. Et donc, soyez-en sûrs, dans l'assiette, le problème, c'est pas le steak, qui aura plutôt tendance à permettre la régénération très rapide des sols, comme on a vu. Et là, c'est l'idée de Gabe Brown qui a eu cette intuition de mettre ces troupeaux de vaches en mouvement comme s'il s'agissait de bisons. Et c'est bien le haricot vert que l'on ramasse avec des machines de plus de 30 tonnes. Et on a des problématiques beaucoup plus importantes avec les betteraves, le sucre aussi, attention. Les machines font 60 tonnes et sont interdites à rouler sur les routes. Mais dans les champs, il n'y a pas de souci. Et là, je vais vous montrer, voilà, puisqu'on a tendance à dire que voilà, les sols, on a des soucis d'infiltration. Je vais vous montrer sur ma parcelle un sol régénéré, quelles sont les performances. Attention, ça va vite. Voilà, il n'y a plus d'eau. Elle est déjà absorbée. Et j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où on voit même des sols secs qui absorbent sans problème des quantités phénoménales d'eau. Donc maintenant, au travers de ce slide un petit peu complexe, je vous amène à regarder des choses en Bretagne. Donc je suis désolé, je n'ai pas d'exemple spécifique pour le Pays Basque. Mais ce que je vais vous montrer, c'est une zone qui a attiré mon attention parce qu'elle perdait les pluies. Donc ça, c'est ce que je voyais sous les échos-radars. Où les échos donnaient qu'il y avait 200 mm alors qu'à côté, il y avait 450. Bon, après analyse et confrontation avec les données des pluviomètres, des données de Météo Bretagne, les coradars étaient un petit peu affectés. Il fallait multiplier les valeurs par 2. Mais j'avais 2 fois 2 couples de stations qui donnaient bien l'idée qu'il pleuvait 2 fois moins à un endroit qu'à l'autre. Et en plus, ce qui était étrange, c'est que sur le secteur Pontivy-Saint-Gonery, on avait une érosion des pluies, ils avaient perdu 300 mm, alors qu'à côté, conformément à ce que voudraient les lois, on a dû vous dire qu'avec le réchauffement climatique, il pleuvra plus. C'est à cause de la loi de Clausius-Clapeyron qui fait que l'atmosphère contient 7% d'humidité en plus. Eux, c'est bon, ils suivent la loi de Clausius-Clapeyron et ils ont augmenté leurs précipitations. Mais là-dedans, il faut regarder l'impact de la végétation. Donc, la première chose ici qu'on montre, c'est la distribution de la forêt et du bocage. Ici, on va ajouter les prairies. Et maintenant, ce qu'il faut regarder, ce sont les températures d'émission de surface. Donc, celles qui affectent l'ennuagement. Donc, vous voyez qu'on a un très gros gradient, puisqu'on a des zones qui sont celles des forêts qui sont fraîches, qui sont à 20 degrés, alors que d'autres sont à 35 degrés. Et on voit que si on superpose les végétations, donc la carte des végétations et des températures, on obtient cette carte. Et on voit bien que souvent, quand il n'y a pas la végétation, c'est là où on a les points chauds. Et on retrouve une grande concentration de points chauds au niveau de Saint-Gonery-Pontivy. Alors là, c'est parce que justement, on fait pas mal de cultures d'haricots verts et de pommes de terre. Pommes de terre aussi qui est assez catastrophique pour les sols puisqu'on tamise les sols et on abîme vraiment toute la biologie. On enlève toutes les mycorhizes et les cols qui permettent de stabiliser les sols pour éviter qu'ils se réorganisent. Donc du coup, ces sols chauffent. Et vous voyez, si on regarde là une superposition des points chauds et des précipitations, on obtient une très grosse densité de points chauds au niveau de Pontivy-Saint-Gonery. Donc, ce n'est pas les villes. Là, vous voyez Rennes
on obtient ce point chaud. Vous voyez que eux, quand même, c'est comme si on avait une grosse mégapole, peut-être de la taille de Paris, et c'est normal que ça affecte la pluie. Donc ce que je montre ici, c'est qu'il faut considérer l'ombre 3D qui permet de condenser la rosée, les cultures qu'on plante et la compaction qui provoque le ruissellement. Et aussi, alors je vous invite à aller regarder la vidéo agro-écoclimatologie, mais on peut voir en étudiant des situations limites d'ennuagement comment on peut visualiser les phénomènes de dépression et d'acheminement d'aspiration de l'ennuagement. Vous le voyez ici, la petite écharpe de nuages, en fait, elle va vers la zone la plus dynamique, là où on a la meilleure conductivité du climat frais et de mine, c'est où il y a de la forêt et du bocage qui peut s'apparenter à de l'agroforesterie, où on fait pas mal d'ombre sur pas mal de surfaces végétalisées. Et tout ça, il faut s'en inquiéter assez rapidement, on le verra à la fin, parce que ça peut être aussi dévastateur que des milliers de bombes atomiques. Et pour soutenir quand même l'idée que le maïs pourrait faire tomber la pluie, on va aller de nouveau encore aux États-Unis au travers d'une publication qui nous montre, voilà, dans la Corn Belt, la densité du maïs planté. Et là, ils étudient dans le temps ce qu'il a pu se passer et ils voient qu'il y a une augmentation des précipitations qui colle assez bien à cette zone. Bon, toujours pareil, il y a des effets de continuité de pluie sous le vent liés aux émissions de ces zones, et qui corrèle avec les températures météo. Alors il n'y a pas de corrélation avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est certainement les périodes temporelles qui sont différentes. Donc, et ici vous voyez la part d'effet des précipitations qui est sous le vent liée à la réémission des zones qui ont capté et qui réémettent dans l'atmosphère. Donc peut-être l'idée germe déjà dans la tête de certains d'entre vous que l'on pourrait améliorer ces phénomènes et pourquoi pas augmenter la conductivité climatique et créer une sorte d'autoroute de la pluie. Donc c'est précisément le nom d'un projet que j'ai pu proposer. Donc l'autoroute de la pluie est une infrastructure d'urgence qui vise à mettre en sécurité alors les territoires et la biodiversité. Localement, on va pouvoir rétablir dans un premier temps la conductivité hydraulique verticale, puisque pour planter des arbres, il faut faire des trous, et qu'on prévoit de faire des trous très profonds pour faciliter l'enracinement des arbres. On va pouvoir augmenter la captation de rosée, et c'est ce que vous voyez, un exemple d'une feuille d'arbre qui capte de la rosée. On va pouvoir aussi limiter l'évaporation en faisant de l'ombre, comme on a vu sur les lysimètres. On va pouvoir recycler localement la rosée, augmenter le volume des précipitations, et comme ça, l'idéal, ça serait de relier, si on avait une pénurie d'arbres, la chose la plus intéressante qu'on puisse faire, c'est très certainement de relier la porte d'entrée du climat frais et humide au château d'eau de la France. Et donc, si on observe la carte de pluviométrie de France, l'endroit le plus facile, un des endroits les plus faciles à faire, c'est de relier, où on a la moins grande distance, c'est de relier le Pays Basque au Massif central. Et voilà le tracé proposé pour le projet de l'autoroute de la pluie. Et maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, ça serait basé donc sur une agroforesterie d'urgence, car il est certainement important de faire très très vite de l'ombre. Donc à l'image d'un incendie, quelquefois on stoppe tout et on s'occupe d'attraper un extincteur pour éteindre le feu en urgence. Donc c'est ce qu'il faudrait faire, et là-dessus, donc il faut avoir des moyens efficaces et rapides, une réponse adaptée. Et donc nous, on a planté des arbres qui poussent très vite. On a réussi à faire 3 mètres en un an sans irrigation. L'objectif l'an prochain est de faire 5 mètres. Alors sans irrigation, je ne sais pas. Mais en tout cas, et on base ça sur un arbre qui a la plus forte vitesse de croissance au monde. Il s'agit du Polonia. Alors certains le voient pour l'aspect CO2. Je pense que ce qui est important, c'est de vraiment protéger les sols, parce qu'il faut savoir que si nos sols chauffent, tous nos puits de carbone vont devenir des fontaines de CO2, et il est vraiment important de faire le shift dans la tête et de comprendre aussi que le CO2 est le signe de l'utilisation de l'énergie, et qu'il est important d'inverser les dynamiques qu'on a pu mettre en place et de rétablir le ratio balance point chaud point froid qui peut faire, lorsqu'il est dépassé, que l'on dépasse la pluie. Et il faut comprendre que notre végétation de type
océanique C3 n'est absolument pas adapté et risque de claquer d'un coup d'un seul, puisqu'on nous prévoit des températures de plus en plus importantes. Cet arbre, le Paulownia, a de multiples vertus, donc il est fixateur en eau, très économe en eau, il peut créer des synergies avec les cultures, il est compatible avec la mécanisation, vous le voyez, il pousse très droit même s'il est tout seul, libre au milieu du champ. Si on est à 5 mètres, ça veut dire qu'il va ouvrir les branches à 5 mètres, il n'y aura jamais de branches qui pousseront sur le tronc, donc ça c'est très intéressant pour les gens qui sont dans une habitude de mécanisation, même si on a vu qu'il fallait faire attention avec ça. Au niveau des débouchés, on appelle ça l'aluminium du bois, il peut fournir de l'isolant, il peut aussi fournir du biochar, de l'hydrogène, etc. Et question intérêt immédiat, profit court terme, un arbre coûte 6,50 €, on peut le couper 3 fois dans sa vie en 30 ans, ce qui est le fût vaut 200 €, donc on peut générer, pour une mise de 6,50 €, on peut générer 600 € de résultats bruts. Sans compter les bénéfices de la pluie, le bénéfice des minéraux, l'amélioration de la matière organique en surface, qui permettra d'infiltrer l'eau à long terme, les bénéfices, comme on a vu, de la santé des plantes, de l'écosystème. Et l'objectif qu'on fixe, c'est très simple, c'est de planter 40 arbres à l'hectare. Une agroforesterie, c'est 100 arbres, donc ça laisse de la place pour imaginer autre chose. Et puisque, vous le savez, une fois qu'on s'est mis à planter des arbres, et là, on va très très vite se trouver dans la peau d'un planteur d'arbres flatté. C'est le cas de la personne qui m'a donné ces photos, qui est François d'Argelos, qui m'a dit, écoute Cédric, ça fait 10 ans que je voulais planter des arbres, et jamais je m'y lançais. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'en 6 mois, les arbres me dépassent et j'ai envie de continuer. Donc derrière, on va pouvoir faire de la régénération spontanée, et même si les gens ne font rien, ça se fera tout seul. Les oiseaux vont mettre les graines, c'est ce que j'observe sur ma parcelle d'agroforesterie. On va pouvoir aussi faire des choses plus classiques, rajouter, je sais pas, du noyer, de la lisier terminale, de ce que vous voudrez, peut-être seul, peut-être vu les conditions climatiques, il faut s'intéresser à la syntropie qui vise à planter 15 arbres d'une espèce différente sur la taille d'une assiette pour créer des synergies et accéder à plus de minéraux, puisque les mycorhizes mettront ça en pot commun. Donc il faut bien voir que nous on aurait tendance à voir la concurrence des autres, mais la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature est essentiellement basée sur l'entraide. On peut aussi imaginer mettre du fruitier ou tout autre libre cours. À vous de faire jouer votre imagination. Voilà, j'espère que ce projet pourrait être un catalyseur de dynamique où, voilà, vous l'avez compris, l'objectif c'est mettre en sécurité et franchir le cap, aller vers des choses simples, des objectifs simples, peu ambitieux, où on voit un intérêt immédiat et percevoir cet intérêt immédiat au bout de 6 mois pour pouvoir montrer le projet aux voisins, donner envie et lancer la dynamique. Donc pour comprendre l'urgence, on va aller en France, on va aller regarder ce qu'on nous prévoyait pour 2050 avec la météo de Vindelia qui faisait, moi je l'avais vu en direct, froid dans le dos. On nous prévoyait, rendez-vous compte, 39 degrés à Toulouse, 34 degrés au Pays Basque, 26 en Bretagne, et ça c'était pour le 18 août 2050, donc cette année, vous voyez qu'on est monté bien plus chaud en Bretagne, chez vous aussi. Et vraiment, comme il y avait trop d'écart dans les modélisations, donc ça c'est les modélisations qui avaient servi à générer cette carte. Elles ont été corrigées en 2022 et vous voyez que les projections ont légèrement changé. Ce qui a amené Météo France, en partenariat avec le CNRM, à fournir cette autre carte. Vous voyez que les températures ont été allègrement rehaussées. Donc en moyenne, on est autour d'une augmentation de 5 degrés, mais pour la Bretagne, 11 degrés. Bon là, la Bretagne n'était pas passée en 1984. On a eu la politique agricole commune qui a incité à arracher les prairies pour planter du blé. Eux, ils avaient énormément de prairies, donc ils ont fait leurs 20% parce qu'on a eu derrière aussi les jachères nues, etc., qui sont venus en place. Eux, ils avaient un gros stock de prairies, donc ils ne sont pas passés en dessous du seuil des 65%, donc ils n'avaient pas de sécheresse. Mais aujourd'hui, comme on dit qu'il faut enlever les vaches et qu'ils le font, et maintenant ils sont passés en dessous du seuil et ils commencent à avoir des sécheresses. Donc c'est pour ça que eux, très certainement, dérivent beaucoup plus vite.
Mais là-dedans, j'effectue très souvent des mises à jour et des suivis de température. Donc je vais vous montrer la courbe qui fait un peu peur, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'il faut considérer. Ce qu'on voit, c'est qu'on a depuis 8 ans une courbe de tendance qui n'est pas incompatible avec de l'exponentielle. Et ici, donc elle prévoyait, elle est tracée comme 8 ans en arrière. Elle prévoyait très bien le point de 2022. Le point de 2023, je n'ai pas réactualisé, mais le point sera exactement sur la courbe. Donc cette tendance est ancrée. Elle dit qu'on sera au niveau de ce qu'on nous prévoyait en 2060 dans 4 ans. Donc ça veut dire que statistiquement, on peut avoir une vague de chaleur qu'on nous prévoyait pour 2060 d'un moment à l'autre. Chez nous, on a eu 42 degrés le 23 août. Si on prend la même conjonction de facteurs, il y a de fortes chances que l'on monte à 45 degrés. Donc on est sur ces niveaux de température. Donc vous l'aurez compris, et ce que j'ai voulu vous montrer à travers de ce PowerPoint, c'est que la nature joue un rôle central dans les équilibres qui sont les nôtres. Donc on l'a vu par les mycorhizes, la présence de végétation, etc. Il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est l'albédo de la paille. Donc la paille, vous avez dû l'observer au soleil, elle brille, et ça c'est une innovation de la nature que l'on n'utilise pas et que l'on pourrait utiliser. Donc s'il y a des personnes du milieu agricole qui m'écoutent, il serait très important de pouvoir cette année broyer les pailles pour utiliser les propriétés de la paille. Donc l'albédo de la paille brute, il est à peu près en moyenne, si on la broie et qu'on fait la moyenne des 4 faces, il est autour de 0,7, mais une fois en vrac au sol, je pense qu'on peut atteindre 0,45. Donc là aussi, c'est pas paramétré comme ça dans les modèles. Je pense qu'on a surtout étudié la paille non broyée. Broyer, ça permettrait de refroidir le sol et immédiatement, comme on a des zones froides et qu'on a une ambiance qui est encore assez humide, on va pouvoir condenser l'eau. Il y a des exemples dans le nord cette année. Ils ont eu des moissons qui ont été très perturbés par les précipitations, et tous les paysans de la planète savent que les moissons se font toujours entre et avec le retour des gouttes de pluie. Donc ça c'est très très important parce qu'on pourrait créer un couplage climatique humide et améliorer nos probabilités de précipitation dès l'été ou à l'automne dans les zones les plus dégradées. Et ça a de l'intérêt puisque ça permettrait, à mesure qu'on condense l'eau, ça permet d'en évaporer un peu plus des océans par principe de gradient. Et du coup, ça permet, quand on évapore, de refroidir. Donc on refroidirait aussi les océans, ça éviterait que les océans chauffent. Et ça, c'est important parce que plutôt que d'attendre que les sols refroidissent avec moins de soleil, et que du coup, quand ça commence à refroidir, on commence à faire tomber la pluie un petit peu, et ça, vous l'avez vu, ça va aider à refroidir. Et du coup, à un moment donné, on a un effet d'emballement, et on a toute la pluie qui vient du coup, et du coup, nos sols ne sont pas en mesure de les stocker, puisqu'on n'a pas le temps de consommer l'eau sur un temps aussi court. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a évaporé, on a refroidi la mer, et donc du coup on aura moins de force motrice qui nous amènera la pluie sur le continent. Donc c'est important de jouer sur l'albédo, végétaliser, éliminer les points chauds, ne pas créer de nouveaux points chauds si on ne veut pas entretenir cette logique exponentielle qui est parfaitement fondée sur le fait que l'eau nous sert aussi à nous refroidir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais vous finir sur une note positive quand même malgré tout. Voici le plateau de l'Eus qui était fortement dégradé, désertifié. Voilà ce qu'ont fait les Chinois en quelques années. On a des retours de précipitations là-bas aussi avec voilà, les meilleurs nuages. Tout ça, je vous propose de le découvrir au travers de ma chaîne YouTube. Tapez Cédric Cabrol. Notamment aussi, j'ai fait des contenus assez longs sous la jaquette que vous voyez là, qui s'appelle Agro-écoclimatologie, avec plusieurs formats. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt peut-être. Et dès maintenant, alors pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur les commentaires de la vidéo sur la chaîne YouTube. Au revoir, merci beaucoup pour votre attention. L'idée de Cédric, c'est que
l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Pourquoi est-ce que quand il y a des forêts, soudainement, ça se remet à pleuvoir? Et lui, ce qu'il dit, c'est que non seulement on peut faire ça avec des forêts, mais on peut aussi le faire avec des prairies, et donc avec des formes d'agriculture où il n'y a pas d'arbres. Et donc pour tous les climats, que pour toutes les situations, on peut arriver à trouver des modes de fonctionnement qui permettent de régénérer de l'eau.